Fabrice, bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour Euh, Yves. Interxion a une très grosse actualité ces derniers mois. On va le rappeler, on n'a pas eu l'occasion d'échanger suffisamment, donc profitons-en. Faisons le point. Alors, où en est Interxion en France aujourd'hui? Alors avant même de peut-être faire un focus sur Interaction France, effectivement, comme vous le soulignez, une très très grosse actualité puisque juste avant la période Covid, puisqu'il s'agit du 12 mars 2020 pour être précis, un peu plus d'un an, il y a eu une opération majeure capitalistique entre notre groupe Interaction et le groupe Digital Realty. D'ailleurs, Interaction est devenue euh, une part prenante du Digital Realty Company, comme on dit, par une opération d'OPE, c'est-à-dire une opération de public d'échange. Donc, il y a eu échange d'actions entre deux sociétés qui étaient complètement liquides et dont le but principal est de former la plus grande plateforme mondiale, qu'on appelle d'ailleurs plateforme digitale, de solutions de data center, de très loin, hein, puisqu'aujourd'hui, on gère 295 data centers, on en a une trentaine en cours de construction à travers le monde. Euh, Force est de constater que même le deuxième dans le monde n'en a que 210, donc il y a déjà un gap assez certain. L'enjeu n'est pas d'être le plus gros. L'enjeu est d'être à même de pouvoir accompagner nos clients, que ce soit des PME, des ETI locales ou que ce soit des géants mondiaux de la tech, sur un service sans couture à travers les trois grandes plaques que sont EPAC, IMIA et bien sûr Americas. Ça, c'est la première je dirais, la première mission essentielle de cette fusion. Le deuxième élément, au-delà du fait d'être devenu le plus grand acteur mondial, le deuxième élément, c'est effectivement de pouvoir avoir les capacités financières. Hein. Le groupe a dépassé les 46 milliards de valorisation boursière, c'est juste considérable, parce que effectivement, dans ce métier très capitalistique que vous connaissez bien, il faut des reins financiers extrêmement solides, liés à plusieurs choses. D'abord, la croissance, hein, il faut financer les extensions et les nouveaux bâtiments. Il faut entretenir surtout aussi les bâtiments existants, hein, 295 data centers à entretenir. Et puis surtout, il faut avoir les moyens de se mettre au niveau à la fois des normes environnementales qui augmentent, des coûts de construction qui augmentent, mais également de pouvoir financer des tailles de bâtiments tout à fait différents. Alors du coup, ça a été un formidable effet d'accélérateur pour revenir sur la France. Nous avions un certain nombre de projets, à un moment où le marché français est très hot, comme on dit en anglais, sur les deux hubs majeurs que sont Paris et Marseille. Marseille avait, vous le savez, commencé un tout petit peu plus tôt, on a connu une formidable croissance dans les 6 dernières années à Marseille, qui est passé de nulle part à 9e hub mondial. Et ça, il y a peu de Français. On a besoin de Data Center Magazine pour expliquer ce qui se passe à Marseille, avec une petite particularité parce qu'il n'y a qu'Interxion qui a investi massivement à Marseille. Hein. On est en cours de construction de notre quatrième data center, MRS4, qui sera livré en juillet 2022. Donc, c'est quasiment demain pour nous et vous vous en doutez bien, on travaille sur les suivants. Quant à Paris, qui est également un site et une ville, une des 50 villes dans le monde qui compte le plus au titre des échanges de cloud et de contenu, hein, parce que c'est quand même la quatrième ville au monde, le quatrième hub mondial. Donc on a quand même beaucoup de chance, hein, nous les Français, d'avoir deux hubs d'envergure mondiale, mais de surcroît dans le top 10 mondial. Surtout qu'on en a déjà parlé, Marseille risque d'arriver dans le top 5 dans les 2-3 prochaines années qui arrivent. Et donc pour Paris, effectivement, cette fusion avec Digital Realty nous a permis d'accélérer un certain nombre de projets, de pouvoir, on n'a même pas fini de livrer Paris 8, le premier bâtiment du grand campus où vous étiez venu gentiment, et merci encore de votre présence pour l'inauguration de la première pierre. Et donc, sur ce Interaction Paris Digital Park de la Courneuve, hein, qui va être à date le plus grand campus de France, 130 mégawatts, 40 000 mètres carrés de salle informatique, qu'on a déjà commencé à construire Paris 9, donc le deuxième quart du camembert de 4 data centers, pour pouvoir justement continuer à accompagner la très, très forte demande venant beaucoup des grands acteurs du cloud, des grands acteurs du digital média, mais également des entreprises et des entreprises françaises en particulier qui semblent bouger un petit peu plus vite qu'elles ne bougeaient dans les dernières années. Quand je dis bouger, c'est à la fois dans la dimension externalisation, hein, c'est-à-dire aller vers des data centers de haute tenue, mais pas n'importe où, pas dans n'importe quel data center. Dans les data centers, ce qu'on appelle vraiment des hubs, hein, chez Interaction, des hubs digital, c'est-à-dire des endroits où on va trouver toute la communauté pour pouvoir s'interconnecter et réaliser sa transformation digitale.
plus personne ne considère maintenant aller dans un data center éloigné, isolé, où on trouve qu'une communauté réduite. Donc ça, c'est un élément majeur de ce qui est en train de se passer. Surtout quand même, il faut être très clair, avec des déploiements d'infrastructures cloud notamment, qui sont sans commune mesure avec celles qu'on avait connues il y a 2-3 ans ou il y a 5-6 ans, au moment des premières étapes de mise en place de ces plateformes. Donc, très grosse actualité. En même temps, toujours aussi soutenu par ces besoins des grands acteurs en général du digital media et du cloud. Nous avons ouvert donc Paris 12, 12e bâtiment pour nous, sur un axe tout à fait nouveau, parce que comme vous le savez, hein, Paris se caractérise par une extrême concentration de capacités data center, que ce soit ceux d'Interaction ou ceux de certains de nos confrères, au nord de Paris, avec quelques présences au sud, mais pas du tout dans la même proportion de ce qu'on peut trouver au nord. Et puis, c'est un problème parce que on a des clients qui ont besoin, et notamment les grandes plateformes, de pouvoir organiser sous forme de triangle ou de carré autour de Paris une présence de plateformes synchronisées. Et l'Est, qui a toujours été quand même, entre guillemets, une zone de l'Est de Paris, hein, j'entends, autour de Marne-la-Vallée, qui a toujours été une zone également d'anciens data centers, hein, parce qu'il y a une très forte présence de data centers historiques des années 80 ou 90 liés à des data centers de banque, par exemple, d'assurance, ou également d'acteurs de l'informatique faisant de la sauvegarde, hein, des plans de sauvegarde, je pense à IBM ou SunGard. Donc, il y avait déjà un écosystème, entre guillemets, de data centers à l'est le long de l'autoroute A4, mais en l'occurrence, pas vraiment d'acteurs majeurs de colocation. Donc, on a positionné ce site de Paris 12 à Ferrières-en-Brie, au bord de l'autoroute A4, avec des capacités d'extension. C'est un bâtiment qui n'est pas mineur, hein, 6000 m² déjà déployés, 12 mégawatts IT. Et ça nous permet effectivement deux choses. Ça nous permet d'accompagner d'abord, comme je le disais, ces très grands clients à travers des déploiements de régions cloud autour de Paris, ou ce qu'on appelle dans le jargon des Availability Zones, AZ. Mais en même temps, d'offrir, et ça devient quelque chose de fondamental pour nos clients, notamment nos clients entreprises, d'offrir des alternatives à ce que nous avions déjà à Nanterre, à l'ouest de Paris, ou à Ivry-sur-Seine au sud, en donnant d'autres possibilités, donc de créer ce qu'on appelle des dual sites, donc des répartitions de deux plateformes, pas trop près, mais pas trop éloignées non plus, pour des notions de synchronisation et de cloud hybride. Et ça, c'est effectivement, comme d'habitude chez Interaction, on écoute ce que veulent les clients et on essaye de s'adapter. Mhm. Merci pour ce point de vue. Quand on y réfléchit, on constate également qu'il y a une forte demande autour du cloud, et puis les grands acteurs du cloud cherchent également à s'implanter. On a une particularité en France, c'est qu'ils sont peu présents en direct, hein, ils ont plutôt tendance à s'installer dans le nord de l'Europe, voire lorsque l'un d'entre eux souhaite s'implanter, on lui met quelques bâtons dans les roues. On l'a vu donc avec Amazon sur son projet. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites est suffisant pour suivre la demande de ce type de clients? Et est-ce que vous pensez également qu'on n'a pas encore besoin d'aller beaucoup plus loin dans les implantations pour pouvoir être capable de répondre à la demande qui est quand même forte? Et cela, malgré des projets comme les JO ou l'extension de Paris, qui vont être également de gros consommateurs en termes d'énergie. Alors Yves, votre question touche plusieurs points, donc je vais essayer de ne pas faire une réponse trop longue. Premièrement, euh, il y a effectivement un phénomène d'accélération, c'est ce qu'on appelle les phases 1, 2, 3. Là, on est dans la phase 3, c'est-à-dire où on en est pour certains acteurs, pour ne pas les nommer Microsoft et Amazon essentiellement, dans la construction de la troisième zone d'expansion, à la fois géographique ou en termes de capacité. Et effectivement, il y a une dimension qui est relativement exponentielle. Il y a 6 ans, on déployait des plateformes de 3 mégawatts. Il y a 2 ans, on déployait des plateformes de 6 à 7 mégawatts. Maintenant, on est sur du 10 mégawatts et au-delà. 10 mégawatts, hein, c'est 5000 mètres carrés d'un seul coup. Hein, enfin, pour des data centers qui savent faire de la densité électrique comme ceux d'Interaction. Euh, donc, on est sur effectivement des très gros besoins. Paris 9, par exemple, dont je viens de vous parler, donc pour lequel on a commencé la construction, les 2 tiers du bâtiment ont déjà été pré-commercialisés par un seul et même acteur, un seul et même contrat. Donc, on voit bien l'effet de distorsion qu'il y a dans la demande entre ce que nous demande une ETI ou un grand compte français et ce type de demande-là. D'ailleurs, au titre du marché,
si on regarde France, mais également IMIA en général, vous avez une vingtaine de clients qui, pour les 2-3 prochaines années, vont représenter quasiment 60 à 70% de la prise de commande. C'est considérable. Hein. Ça veut dire avec un effet de concentration sur un certain nombre d'acteurs qui, entre guillemets, d'abord, ne sont pas forcément tous au même stade de déploiement. Google, par exemple, n'est pas au même stade de déploiement en France euh, que Microsoft ou Amazon. On pourrait parler d'Oracle qui arrive bientôt. Et on voit bien donc qu'il y a des phases et des vagues différentes en fonction des acteurs. Euh, mais il y a un autre phénomène, c'est que justement, peut-être pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, et ce n'est pas un phénomène nouveau, nous avons un très grand poste d'observation à travers l'Europe depuis des années, puis maintenant au niveau mondial. On voit bien ces tendances ou ce qui risque d'arriver avec des déploiements marché par marché. La France est un marché important, mais ce n'était pas forcément le marché qui avait été pris en priorité par ces grands acteurs du cloud ou du digital media, parce qu'on pourrait prendre exactement les mêmes exemples pour Facebook ou d'autres. Hein. On est exactement dans les mêmes types et les mêmes typologies de demandes. Mais ce qui se passe quand même, c'est que les grands acteurs peuvent se permettre financièrement et sont suffisamment matures au niveau de la taille de leur plateforme et des process informatiques qui tournent dessus pour commencer à rentrer dans ce que je pourrais appeler une sorte de segmentation de leurs besoins. Je vous donne un exemple réel. Moi, il y a des années, certains de vos confrères, à vous ce coup-ci, m'interrogeaient en me disant, mais on ne comprend rien. Pourquoi Monsieur Facebook contracte avec vous à Marseille alors qu'ils viennent de construire un data center géant au nord de la Suède? La réponse, elle est simple. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il fait un peu plus froid et qu'on fait un peu plus de free cooling en Suède. C'est que tout simplement, les applicatifs qui tournent dans les data centers, ceux de Marseille et ceux de Luleå, puisque c'est là que ça se passe en Suède, n'ont rien à voir. Hein. Donc, grosso modo, vos messages et vos posts Facebook d'il y a 10 ans que vous consultez jamais, ou si vous les consultez, vous pouvez très bien vivre avec un temps de latence de 50 millisecondes. Ça peut très bien être mis quelque part où il peut y avoir un intérêt euh, éco-responsable, un intérêt financier, un intérêt structurel, enfin peu importe, complètement différent de quand vous faites du temps instantané, que ce soit Instagram, Snapchat, toujours du groupe Facebook, où là, forcément, vous avez besoin d'une énorme capacité d'interconnexion, de pouvoir arroser d'un seul coup 150 à 200 réseaux et d'avoir surtout des temps de latence complètement différents. On a dans le cloud, pour Paris, exactement la même situation. C'est-à-dire que certains, c'est toujours la même chose, hein, création de données, stockage et process de données, envoi de données. Pour toute la partie envoi et communication, celle qui crée véritablement de la valeur, là, ces acteurs-là n'ont pas le choix. Ils doivent se mettre dans les hubs d'interconnexion. L'ambition d'interconnexion, que ce soit à Paris ou à Marseille, c'est d'avoir justement ces hubs d'interconnexion. D'ailleurs, on le voit bien, à Paris, Interxion est le seul acteur à avoir à la fois les gateways pour rentrer sur Google, Amazon, Microsoft, Oracle. C'est tout l'enjeu pour nos autres clients. Hein. En revanche, le stockage de certaines applications ou de certaines datas au même regard que l'exemple que je vous donnais sur Facebook, s'organise un petit peu autrement. Donc on voit bien, hein, moi je me souviens très bien, il y a quelques années à Amsterdam, le même jour où on a pris une très très grosse commande pour un data center, Amsterdam 6 en l'occurrence, complètement dédié à un acteur comme Microsoft, le même jour ils créaient à 50 km au nord d'Amsterdam leur propre data center de 50 MW. Donc on voit bien hein, que ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire, et cette tendance-là va perdurer avec des rééquilibrages en fonction des réseaux et des typologies d'infrastructures de ses propres acteurs de cloud. Ceci dit, et c'est d'ailleurs, sans vouloir revenir à ce point sur la fusion entre Interxion et Digital Realty il y a un an, c'est aussi pour ça que nous nous sommes positionnés de part et d'autre, parce que ces clients-là, qui à un moment donné, il y a 4, 5, 6 ans, euh, ont favorisé essentiellement ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire la possibilité d'être présent le plus vite possible en Suisse, au Danemark, au Royaume-Uni, au Canada, au Mexique, enfin peu importe le pays de la planète, sont rentrés depuis très longtemps, depuis déjà 2 ans, dans une phase de consolidation de leurs partenaires. Certains, je ne vais pas donner les chiffres pour être en bridge de confidentialité, mais certains avaient plus de 115 ou 120 partenaires colocation à travers le monde. Leur objectif à la fin de 2022 est d'être à moins de 20 et il n'y a pas besoin d'être grand clair pour penser qu'en 2025, on sera sûrement à 4 ou 5 partenaires maximum au niveau mondial. Ce qui veut dire quand même que ça va exclure du jeu
beaucoup d'acteurs locaux qui pourtant pourraient avoir une proposition de valeur tout à fait acceptable, mais qui, au regard de la globalisation de ces infrastructures-là, ne peuvent plus jouer. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il est fondamental pour le groupe Interaction Digital Realty de pouvoir justement offrir des solutions, y compris des solutions d'équilibrage entre Tokyo et Séoul, entre Paris et Francfort, entre Atlanta ou Chicago, et de faire tourner tout ça parce que justement les dynamiques d'usage de nos clients, nous ne sommes là que pour les servir, changent également. Donc ça, vous voyez, hein, ça veut dire qu'il y a quand même des enjeux très particuliers sur cette adoption. Moi, ce que je vois quand même, hein, c'est qu'il y a un léger retard, pour ne pas dire un peu plus, de la France au niveau de l'adoption des solutions cloud. C'est assez facile pour Interaction de comparer justement d'un pays à un autre, hein. Encore une fois, on a la chance de pouvoir voir la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Mhm. Tout à fait. Alors, j'ajouterais à cela que vous avez eu la finesse et l'intelligence d'anticiper ces questions d'interconnexion, en particulier sur Marseille, hein, où là, vous avez quand même fait un sacré coup, il faut le reconnaître. D'ailleurs, vous avez un de vos confrères qui s'est installé à Bordeaux avec cette idée également d'être connecté directement avec les États-Unis via le câble Amitié. Est-ce que votre implantation sur l'est de Paris rentre également dans cette stratégie? Quand on réfléchit, quand on regarde bien, un des grands avenirs au niveau de l'Europe, c'est l'Europe de l'Est, où là, tout le monde est en train de se précipiter pour installer des data centers et également pour créer des régions sur une zone d'avenir. Oui, alors bon, les marchés, alors les marchés à l'est ont une certaine dynamique, comme à chaque fois qu'il y a des zones où il y a un besoin ou un effet de rattrapage d'infrastructures. C'est-à-dire quand vous partez de zéro, c'est assez facile d'avoir des chiffres à, à plusieurs zéros de pourcentage de croissance. Tous les marchés à l'est ne sont pas identiques. Il y en a certains qui peuvent être assez dynamiques, par exemple la Pologne, mais deux remarques quand même. Vous avez, premièrement, une situation très particulière en Europe centrale et en Europe de l'Est, c'est la surconcentration de réseaux et donc de nœuds de distribution régionaux, essentiellement à Vienne, un tout petit peu à Sofia, mais avec un risque, à mon avis, à terme pour Sofia, de se faire dépasser par Athènes, qui, pour des tas de raisons géographiques qui seraient trop longues à expliquer ici, risque d'être un petit peu mieux situé que Sofia. Et ces deux grands pôles irriguent, par exemple, quand on parle de Vienne, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Slovaquie, et je pourrais faire le tour, sont en fait complètement interconnectés comme s'ils étaient des banlieues de Vienne, en fait. Donc, je ne pense pas, très sincèrement, si tel était l'esprit de votre question, que la plupart des pays d'Europe centrale ou de l'Est vont devenir des hubs majeurs au même titre que des Francfort, Paris, Londres ou Amsterdam. Je ne le pense pas. Deuxièmement, vous avez raison, en allant le long de l'autoroute A4 vers l'Est, on va quand même dans cette direction-là. Ceci dit, on est quand même qu'à 30 km de Paris, donc on reste quand même plus proche de Paris que de Sofia, pour faire une petite blague. Mais en revanche, vous avez touché du doigt une réalité, c'est que parce que nous discutons beaucoup et nous écoutons surtout beaucoup nos clients pour savoir comment travailler. Beaucoup d'opérateurs de réseaux d'infrastructures télécom commencent à repositionner un petit peu l'axe Paris-Strasbourg par rapport à l'axe plus traditionnel, hein, qui remontait le long de l'autoroute A1. On avait déjà vu dans les dernières années, et notamment depuis Marseille, des nouvelles routes s'ouvrir vers l'Allemagne en passant par l'est de la France ou par Genève. Et là, on voit bien qu'il y a des tas d'actions qui sont, et d'investissements surtout, de nos clients habituels de connectivité qui sont à l'œuvre. Vous avez touché du doigt parce qu'en fait, on n'a pas choisi le terrain à Ferrières-en-Brie par hasard. On est à proximité immédiate d'un gros NRA, un gros point de raccordement d'opérateurs Wholesale pour aller vers l'Allemagne à travers Strasbourg, et donc encore une fois gagner des millisecondes pour nos propres clients quand on est effectivement dans une dimension essentiellement, je ne vous cache pas, franco-germanique et pas vraiment au-delà. Il y a d'autres hubs intermédiaires qui se positionnent. Mhm. Autre question, on le voit chez les clients et chez les utilisateurs, la tendance aujourd'hui, c'est sur le cloud hybride. Or, le cloud hybride, c'est le mariage des clouds publics,
des infrastructures privées, et en termes d'infrastructures privées, vous en hébergez une partie. Est-ce que ça change sur vos modes de fonctionnement, voire sur les services que vous êtes en mesure de proposer? Et je vais vous poser tout de suite la deuxième question, qui est que on assiste à l'émergence des problématiques de cybersécurité dans le data center, dont on ne parlait pas jusqu'à présent. Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous êtes sensible? Donc, il y a deux Alors, questions, mais qui, à mon avis, sont assez connexes. vous avez raison, c'est assez connexe. Le premier point, ça rejoint un petit peu ce que je vous parlais sur les dynamiques ou les différences d'écart d'adoption des entreprises du cloud hybride notamment, hein, entre ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Soyons clairs, France est très en retard. Euh, oui, on voit un certain nombre de mouvements. Oui, parce que nous avons l'habitude chez Interaction d'héberger beaucoup de grands comptes français depuis des années. Et c'est un petit peu la blague que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Des fois, la différence, elle est même plus que petite, elle est un peu notable. Mais plus sérieusement, cette migration, elle est entamée. Elle est plus longue et sûrement un peu plus compliquée que les gens l'avaient imaginé. Il y a aussi des dimensions que vous n'avez pas évoquées qui sont des dimensions de coût. C'est-à-dire que le cloud n'est pas une panacée. Le cloud, c'est pas gratuit. Ça demande justement parfois pour certains de nos clients de réingénierer un petit peu leur infrastructure, savoir ce qu'ils vont mettre réellement dans le cloud de façon permanente ou temporaire, comment ils vont mixer entre les deux. Donc le sujet n'est pas si simple que ça, hein. Comme d'habitude dans la vie, il n'y a pas de yaka yaka. Et ça peut un petit peu interférer, surtout au moment où, et là ça rejoint votre deuxième question, où il y a beaucoup d'enjeux de sécurité sur les data. Et là, encore une fois, ça n'a pas changé notre approche chez Interaction parce que nous voulons rester humblement à notre place. Nous n'avons jamais voulu faire d'abord de près ou de loin le métier de nos clients. Et nous avons des très grands clients, je ne sais pas moi, les Accenture, Atos, Capgemini ou ITS, Integra ou autres, qui sont là justement pour aider au sein de la communauté du hub des data centers, que ce soit Paris, Marseille, Francfort ou ailleurs, nos clients à organiser cette transformation digitale. C'est tout l'intérêt justement de cumuler au sein d'un data center et ça, il faut avoir de la place pour faire ça. On ne peut pas faire ça dans un bâtiment de 1000 mètres carrés. Et donc là, tout l'enjeu est justement d'aider ces clients, mais nous, Interaction, on ne veut surtout pas toucher à leurs données. On touche à leurs infrastructures, on interconnecte surtout avec des cross-connects, des par milliers pour que ça marche, mais on laisse nos clients s'occuper et se protéger par rapport à ces différentes menaces. Il y a un autre point que vous n'avez pas évoqué, mais qui va être quand même majeur, et moi je suis assez étonné que ça n'ait pas fait beaucoup plus de bruit que ça, mais vous avez sûrement noté, vous, en tant qu'expert, Yves, qu'à fin juin, l'État français a annoncé le lancement d'un cloud souverain majeur sur une base Azure, donc Microsoft, opérée par deux sociétés plus que de renom et de compétences, que sont d'un côté Orange pour la partie intégration réseau et Capgemini pour la partie justement intégration système. C'est sûrement la bonne approche. Ça va avoir un impact majeur sur le marché français pour deux raisons. La première, c'est que les instructions très claires de l'État sont que les OIV, il y en a quand même plus de 800 en France, les OSE, les opérateurs de services essentiels, les collectivités territoriales et les hôpitaux puissent aller le plus vite possible après avoir fait une opération qui va être compliquée également de cartographie de la donnée sensible, parce que tout n'a pas besoin d'être dans le cloud souverain, mais néanmoins de migrer vers ces solutions-là. Alors ça va être une révolution parce que non seulement l'instruction est claire, c'est des questions justement de souveraineté nationale, mais aussi et surtout parce que ça va conditionner justement encore une fois une sorte de force centripète autour de où se trouvent ces grosses plateformes-là. Puis il y a quand même un effet très clair, c'est le poids qu'on connaît tous bien en tant que Français des services publics, des collectivités territoriales ou tout ce qui a un lien directement ou pas en termes de contrôle de part de sociétés semi-publiques, on parle d'un pan énorme de l'économie française. Et là aussi, ça ne va pas se passer n'importe où. Donc là, ça, je pense qu'il y a un énorme enjeu. La dimension, par rapport à votre question, est-ce que ça a changé la façon dont nous opérons nos data centers ou les types de services que nous amenons à nos clients? Au niveau des types de services, non. La façon dont on opère les data centers, oui.
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où justement la prise de conscience, tant par les grands acteurs du cloud que par les entreprises, que la notion de sécurité s'imposait fondamentalement, ils nous demandent de faire d'une autre façon et sûrement d'une façon un peu plus évoluée, un peu plus stricte que ce qui se passait dans le passé, la dimension de la sûreté. Donc la sûreté physique, ce coup-ci, hein, ce qui a toujours été la marque de fabrique d'Interaction. On a depuis très très longtemps des standards de 7 niveaux de sécurité physique avant d'arriver jusqu'à une machine à client. Mais ce n'est pas tellement au niveau de ces standards-là, même si là aussi on travaille sur beaucoup plus de redondance comme vous, où on travaille sur de la résilience de ces éléments de sûreté. C'est aussi et surtout un grand changement. C'est que ces grands clients-là nous amènent leurs propres agents de sûreté au sein de nos propres data centers pour contrôler l'entrée de leur salle. Hein, donc on voit bien qu'ils... alors forcément, hein, on se retrouve dans un système où ils sont chez eux, chez nous, mais nous, on est quand même chez nous. Donc il y a des modes opérationnels et des modes opératoires surtout, assez différents de ce que nous avions l'habitude de faire jusqu'à présent. Mhm. Vous évoquez la sûreté. Olivier Micheli, président de France Data Center, lors d'une interview assez récente, a évoqué l'effet dévastateur mondial qu'avait eu un incendie de data center en France en début d'année. Ce qui nous surprend aujourd'hui, c'est que 6 mois après, on a encore des clients qui nous en parlent et on a encore récemment, nous étions dans un petit data center et il y avait des clients qui étaient là et qui posaient la question de savoir, mais bon, le risque d'incendie, est-ce que ça a eu un effet chez vous également? Alors, un effet chez nous, en tant qu'opérateur de data center, non. Non, parce que nous pensons avoir le risque zéro n'existe pas, mais nous pensons être très très en amont. Interaction est membre du comité feu CNPP depuis plus de 10 ans. C'est nous qui avons aidé à faire comprendre aux autorités qu'il était peut-être nécessaire pour éviter des effets induits, notamment des effets de blast qui risquent de casser des machines quand on lâche du gaz, de changer la norme et de ne pas lâcher le gaz en 1 minute, mais en 2 minutes. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on connaît très, très bien ces sujets. Je ne peux que dire la même chose que notre président d'association, Olivier Micheli. L'impact a bien dépassé le Landerneau local. Il a été mondial et avec, j'imagine, malheureusement, des effets de perte d'image assez dramatiques pour cette société. Ça prouve bien quand même une chose. On peut être une très belle société. Le métier du data center, c'est un métier d'expert et qu'on ne peut pas être forcément expert en tout. Je pense que la vraie leçon de ce sinistre, qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs, hein, tant en termes d'assurance que d'autres, la vraie leçon, c'est ça. C'est que, vous savez, c'est souvent comme ça. Moi, je me souviens très bien du sinistre du Crédit Lyonnais qui a été un des éléments déclencheurs de la grande migration, il y a plus de 20 ans, des salles internes informatiques vers les acteurs de data center peut-être un peu plus structurés pour faire ce genre de service. C'est paradoxal et peut-être des fois malheureux, mais c'est souvent à travers un sinistre que le marché s'accélère un petit peu ou qu'il y a une prise de conscience. C'est malheureux qu'on soit tous obligés, mais c'est exactement comme quand une digue cède ou qu'il y a un orage fort, qu'on se dit, ah bah zut, on n'était pas protégé. Bon. Donc il y a un côté positif, c'est la prise de conscience par les clients. Et puis peut-être aussi la prise de conscience, justement, qu'il y a des experts et des sociétés peut-être moins experts pour faire du data center. C'est devenu un métier extrêmement compliqué, sans compter bien évidemment un point qu'on n'a pas évoqué, mais bien sûr sur les enjeux d'efficience énergétique et de green et de positionnement grid des data centers. Donc là, oui, ça a eu beaucoup de résonance. Moi, malheureusement, je trouve ça bien parce que ça montre justement que c'est pas simple de faire du data center et qu'on n'est pas expert pour rien. C'est vrai, en effet. Nous arrivons au terme de cet entretien. Fabrice, une dernière question. Alors, vous l'imaginez, comme d'habitude, si on se faisait un petit peu de prospective, si on se penchait vers l'avenir, quels sont déjà vos projets en France? Et puis également en termes de technologie, qu'est-ce que vous regardez actuellement et vers quoi vous pensez évoluer? Alors, deux enjeux. Euh, Nous avons beaucoup travaillé dans le groupe depuis plus d'1 an sur la notion de data gravity, c'est-à-dire la notion d'agrégation des données sur cinquantaine de villes dans le monde. Toutes les villes ne sont pas égales, hein. Le marché du data center a toujours été un marché de villes et pas un marché de nations. Ça sera le cas et encore plus le cas demain. Ça change beaucoup de choses pour nos clients. Ça change beaucoup de choses dans la façon dont ils vont aborder cette masse de données qui vont être créées dans les prochaines années. On est sur une tendance à 140% de croissance par an de la donnée. Ça veut dire x10 en 6 ans. Enfin, c'est juste monstrueux. Il est fondamental
au-delà même des questions qu'on a évoquées aujourd'hui, est-ce que je vais dans le cloud de façon hybride, à quel rythme, comment, et ainsi de suite, de se poser la question pour tous ceux qui ont une interaction de data qui dépasse simplement un niveau local, mais un niveau qui est dans un niveau international, de se poser les bonnes questions. Où est-ce que je mets mes infrastructures? Comment je les re-engineering? Comment je m'interconnecte avec des acteurs nouveaux ou pas? Comment je pourrais demain être dans une dimension évolutive à moindre coût? Et ça ne se fera pas n'importe où, ça se fera à l'endroit où il y aura de la concurrence, donc de la présence d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs de connectivité, de digital media, de cloud ou autres. Et ça, c'est un élément fondamental de ce qui va se passer dans les prochaines années. Ce qui veut dire quoi? Au titre du marché français, ça veut dire qu'on va avoir un phénomène de surconcentration sur nos deux hubs majeurs que sont Paris et Marseille. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, pas dans cette interview d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une énorme confusion entre est-ce qu'il y a besoin de data centers de taille modeste localement et notamment en région. Ce n'est pas du tout une notion de edge qui se déplace, hein, c'est simplement un renouvellement nécessaire des infrastructures vieillissantes ou pas adaptées, comme on l'a connu à Paris il y a 20 ans, entre guillemets, rien de spécial, rien de nouveau sous le soleil. Il y a un autre phénomène, c'est que même s'il y a une multiplication des câbles sous-marins, et notamment sur la façade atlantique, on n'est plus du tout dans la dimension de la création de hubs côtiers. D'ailleurs, j'avais fait une tribune il y a un peu plus d'un an en expliquant que Marseille, au niveau européen, c'est sûrement le dernier hub côtier. Pour une raison simple, c'est qu'il y a eu un changement technologique. Vous parliez de technologie. Il y a un changement technologique fondamental dans les câbles sous-marins. Hein, c'est que les équipements qui créent des longueurs d'onde, donc ce qu'on appelle des SLTE, qui sont à la fin, enfin en bout du câble sur la partie sèche, une fois que le câble a atterri, avant étaient condamnés à rester à 50 km du point d'atterrage. Aujourd'hui, on peut les mettre à 500, 600 km. D'ailleurs, vous avez vu une communication publique avec deux de nos clients, un qui est Telxius, l'opérateur d'infrastructure de Telefonica, donc des Espagnols, qui est présent sur le consortium du câble Dunan, qui atterrit en Vendée, et dont les SLTE, c'est-à-dire l'endroit où on crée de la valeur, parce que c'est l'endroit où on crée les longueurs d'onde, et en fait dans nos bâtiments de Aubervilliers. Donc, vous voyez, c'est Aubervilliers est au bord de la mer, ou alors la Vendée est en région parisienne. Je ne sais pas comment on peut regarder les choses. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y aura une multiplication dans les prochaines années de capacités de câbles sous-marins arrivant sur nos côtes. Et là, la France est extrêmement privilégiée parce qu'on on a la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. D'ailleurs, rien qu'à Marseille, on a 6 câbles qui arrivent dans les 2 prochaines années. C'est juste monstrueux. Hein. On va passer de 154 terabits à 900 terabits à Marseille. C'est un appel d'air qui va expliquer pourquoi Marseille va sûrement arriver à peu près au 5e niveau mondial dans les hubs dans les 3 prochaines années. Et ça change beaucoup de choses parce qu'il y ait, et c'est pour ça que on le voit bien au niveau français, qu'il y ait des initiatives, que ce soit à Besançon, à Bordeaux, à Rennes, à Toulouse, c'est tout à fait normal. Mais regardez les chiffres. On est sur des sites à 300, 500, 1000 mètres carrés. On n'est pas du tout dans ce que nos confrères ou Interxion construisent sur des grands hubs comme Paris ou Marseille. Donc ça c'est je pense, les vraies tendances. Là, au regard de maintenant, peut-être votre question, si je l'ai bien comprise, sur la partie technologique, nous ne voyons pas de gros changements arriver sur 2 sujets que sont, les solutions à l'hydrogène et deuxièmement, sur les solutions de refroidissement liquide hein, pour les serveurs. Ça va mettre beaucoup d'années, il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas débarquer dans les data centers demain. Nous ne voyons pas chez Interxion des solutions acceptables à l'hydrogène arriver avant 7-8 ans. Hein, donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Et puis, il y a surtout un autre problème, c'est qu'on risque d'avoir une décorrélation dans les prochaines années entre la puissance grandissante des data centers, hein, des dossiers à 130, 150, 200 mégawatts, et le rattrapage possible ou pas de solutions à l'hydrogène. Mais imaginez demain s'il fallait alimenter en système secours en hydrogène des data centers de 200 mégawatts. Ça serait une véritable usine et une raffinerie d'hydrogène qu'il faudrait mettre en plus sur le site. Donc attention hein, aux vraies fausses bonnes idées. Ça ne veut pas dire que ces solutions-là ne sont pas intéressantes pour certaines applications ou certaines situations avant qu'on arrive à les déployer de façon intense pour des très grands data centers tels que Interxion le fait, je doute un petit peu. Par contre,
le véritable enjeu, et nous, on y travaille, comme vous le savez, depuis des années, hein, puisqu'on a, on a pris un axe très, très fort d'impact environnemental le plus faible possible. Et d'ailleurs, nous avons pu annoncer dès fin 2020 notre neutralité carbone sur les scopes 1 et 2. En ce moment, on travaille sur la partie encore plus difficile qui est le scope 3, hein, c'est-à-dire d'intégrer tout notre écosystème derrière. Et là, on continue à travailler dans l'innovation ou dans des recherches sans arrêt. Quelque chose qu'on va mettre en place d'ici peu, hein, c'est un changement complet du type de carburant qu'on utilise dans les générateurs, qui sont responsables de la grande partie, si ce n'est la quasi-intégralité des résidus de carbone que nous émettons, puisque c'est de l'énergie fossile, hein, et notamment sur des biocarburants qui vont nous permettre de pouvoir réduire de 25 à 30%, peut-être un tout petit peu plus. On verra bien la différence entre le laboratoire et la réalité, l'impact des générateurs que nous utilisons peu, hein, 3 heures par an en moyenne, mais c'est quand même beaucoup à la fin, parce que quand on est sur des puissances des data centers d'interaction à 20, 30, 50, 100 mégawatts, bah forcément, quand on fait tourner ça pendant 1 heure ou 3 heures, ça a un impact. Donc là il y a véritablement une très forte recherche de la part d'Interaction d'étudier toutes les solutions au même titre que, par exemple, ce que vous connaissez bien, notre solution de refroidissement par eau de rivière à Marseille, qui marche. Ça y est, c'est connecté, ça marche, et on a déjà atteint un PUE inférieur à 1,2 en plein mois d'août à Marseille. Donc, inutile de vous dire que là, c'est plus des chiffres annoncés comme ça, c'est du réel, hein, c'est des data centers qui tournent, et vous imaginez la performance d'être à moins de 1,2 sur un data center comme MRS2 ou MRS3, qui sont des bâtiments qui sont complètement utilisés par nos clients au niveau de ce qui est contracté, mais en revanche, où la montée en charge de la puissance électrique n'est pas encore arrivée à son optimum. Donc voilà, c'est véritablement, je pense, les enjeux. Rester pragmatique. Il ne faut pas oublier et je conclurai peut-être par ça, un acteur de data center comme Interaction, on n'est pas, nos sites ne sont pas des sites de R&D. Hein. Nous, on est là pour faire des infrastructures résilientes pour nos clients et les intégrer que quand ça marche et donc quand on est sûr que c'est bien sec. On n'est pas là pour transformer nos clients en cobayes. Merci Fabrice Coquelin. Merci à vous.